Bon, ben écoutez, bonsoir tout le monde, hein. C'est Shavua Tov, Erev Tov à tout le monde. Encore une fois, on donne un shiur dans des moments difficiles dans le cas d'Israël. Et Sarah Israël, on entend tous les jours malheureusement des Chayalim qui tombent. Et donc, encore une fois, on va dédier tout ce Limud Torah, tout ce srout, et avec cette conviction, cette émouna, très très forte émouna que notre Limud, notre étude, nos prières, font la guerre avec les Chayalim, sauf des Chayalim, ils font gagner, Bezat Hashem. Et qu'on arrive à une paix totale avec Mashiach Bezat Hashem. Ah donc, avant de reprendre Des donc, tzadikim. je pense aborder la semaine dernière, et c'est pas, comme on dit en français, c'est pas leur passer de la pommade. Un mot du rabbi, c'est un mot vrai, un mot vrai. Tzadikador qui dit un mot, c'est un mot vrai. Et il a dit que ceux qui combattent pour protéger le cas d'Israël, en Israël, si il y en a un qui nous quitte, c'est quelqu'un qui est un tzadik gamour, sans regarder la vie qu'il a pu avoir. Il a donné sa vie pour ça. Il a fait Mesorot Nefesh pour ça. C'est un tzaddik d'amour. C'est vraiment un vrai mot. Et pour tout celui qui sait qu'est-ce que c'est un tzaddik d'après le Tanya, il voit le niveau. Voilà. En ce qui me concerne, personnellement, donc vous savez tous que j'ai malheureusement perdu un petit-fils, mon plus âgé des petits-fils. Mais le mois est passé maintenant, mais bon, Hachem, il y a des milliers de mitzvot qui ont été faites. Le Mishmato, ça a touché beaucoup de gens. Et j'ai vu, pas Ils ont plus fait un tard, reportage. Ils ont fait un reportage sur lui. ils ont dépassé les 15 000 poses de tefillin. Le père avait pris sur lui, au Shivad, on est arrivé à 15, maintenant ils ont dépassé les 15 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. 15 000 poses de tefillin, de très nombreux chayalim, de très nombreux juifs. Toujours les Nutchmato, ils ont tellement été touchés qu'ils ont pris sur eux de mettre les tefillin tous les jours. Ils ont acheté des tefillin, ils ont pris des tefillin tous les jours, pas seulement des gens qui mettent comme ça de manière provisoire ou en passant comme ça. Donc voilà, c'est une grande chose. C'est dommage de passer par des épreuves pareilles, mais on voit que les épreuves grandissent le cas d'Israël et ça joue des mérites, ça joue des srouillottes. Et grâce à ces srouillottes, eh bien, on est peut-être arrivé on est Béchavé, on est arrivé au moment où ça y est, la balance va pencher du côté droit et voilà, ma chère va venir. Donc reprenons avant les halachot un petit mot comme d'habitude. Dans une sikha, le rabbi aborde un point extrêmement intéressant sur le sort, si on peut dire, le sort de Esav. Esav, il n'a pas bonne réputation dans notre tradition. C'est le rachat, c'est l'homme qui prenait les femmes d'autrui, qui volait, connu. Et ça commence comment? Il traite tout. Rivka était enceinte, elle avait tellement de difficultés à tomber enceinte, elle se rend compte que pendant sa grossesse, il y a une lutte en son sein, à l'intérieur d'elle-même. Elle s'inquiétait, dit Droche, qu'est-ce qui m'arrive? Le Midrash rapporte, tout le monde connaît, Rashi rapporte un Midrash très connu. Chaque fois qu'elle passait devant la Beth Knesset, c'est Yaakov qui voulait sortir, donc elle avait mal. Chaque fois qu'elle se rapprochait d'un Beth Avodazara, c'était Esav qui voulait sortir, donc elle avait encore mal. Et donc, s'interrogeait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est un premier Midrash. Il y a un autre Midrash qui dit différemment, qui dit qu'ils se disputaient, Yaakov et Esav, pour savoir lequel des deux devait hériter des deux Olamot, l'Olamazé et l'Olamaba. Disputaient là-dessus. Voilà, deux Midrashim, intéressant. Mais si on l'examine un petit peu, il y a beaucoup de questions sur cela. La première question avant le Midrash, c'est de dire que apparemment Esav était rachat dans le ventre de sa mère. Puisqu'il voulait sortir, pénétrer dans un bête avodazara, donc il avait un shoresh, il avait une base de richou, d'impiété. D'impiété, il voulait rentrer. Et la première question qui se pose sur ça, c'est que vous savez très bien que l'ange qui décide de ce que va être la tipa qui va
qui va enfanter, qui va devenir un bébé, eh bien c'est en jeu. Pas dire que ce bébé va être fort ou faible, intelligent, coléreux ou pas coléreux, hein, mais tu as dit Kouracha Lokama. Le bien et le mal, non. Je ne peux pas trancher. Pourquoi? Parce que le bien et le mal, c'est le libre arbitre. C'est quelque chose, c'est une force fabuleuse que Dieu a donnée. Et donc, elle n'est pas décidée à la base. C'est à nous de décider. C'est l'homme qui décide de son destin, s'il veut aller du bon côté ou le contraire. Donc, on voit apparemment le contraire ici. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit que dans le monde de sa mère, Esav était mauvais. Donc, il n'avait pas tellement de chance de s'en sortir de manière positive. Ça remet en question tout le principe du libre arbitre. C'est la première question. Comment dit-on? Imaginez, vous dites à une maman, tu as dans le ventre un enfant rachat, c'est horrible. Vous dites, mais non, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Non, il est rachat, il est dans le ventre de sa mère, il veut sortir pour aller dans le Beth Avodah. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'apparemment, les deux midrashim se contredisent. Le deuxième midrash dit qu'il est disputé pour savoir qui devait hériter des deux mondes. Ça veut dire que Esav avait aussi une tendance, une propension à quoi? À désirer le monde de Olam, les lumières divines et tout. Donc il voulait aussi le bien. Alors quoi? Il voulait sortir pour aller à Zara, il voulait sortir pour aller à Olam. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a une solution à cette apparente contradiction? Le rabbi dit, il dit une svara, il dit une logique tout à fait évidente. C'est le genre de logique sur lequel on dit, mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Une logique toute simple. Il rapporte un Rambam, un Shiva Prakim, dans le Shmona Prakim, qui dit la chose suivante, que dans le cas d'Israël, il y a beaucoup de typus, beaucoup de types de personnes. Mais il y a deux grandes catégories. Il y a le Tam, comme Yaakov, Ishtam, Oevolim, lui qui est Tam, qui est entier, qui est sincère, qui, depuis son plus jeune âge, s'investit dans les choses bonnes, il apprend bien, il écoute ses parents, il ne se met pas en colère, il aide son prochain, il est bonne nature. Il y a d'autres personnages, il y a d'autres personnes qui sont ce que l'on appelle Kovesh et Yitro. Le contraire du Tam, ce n'est pas le Patam. Celui qui est Kovesh et Yitro, ça veut dire que Rambam nous parle de la solution pour arranger cette personne qui apparemment ne naît pas, du verbe naître, ne naît pas avec des trous notes positives, avec des caractères positifs. Il s'appelle Kovet Chitro. Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité. Mais toi, ton job dans le monde, ton travail dans le monde, ta avoda dans le monde, c'est être Kovet Chitzracha. Tu es un Yetzer, et ta avoda dans le monde, c'est de dominer ton Yetzer, de ne pas te laisser aller à tes pulsions, et au contraire de dominer ton Yetzer. Et là, déjà, on comprend mieux. Les deux petits bébés qui étaient dans le ventre de Rivka, il y en a un qui était Yaakov Ishtam Oevalim. Ça veut dire, à la naissance, il avait cette tendance, si on peut dire, ce trait de caractère de sagesse, de gentillesse, d'investissement, de sérieux. Et il avait elle avait un deuxième qui était Esav, qui lui était celui qui viendrait plus tard, le Kovesh et Titro. Ça veut dire celui qui venait avec, comme je pense que tout le monde connaît, toutes les familles ont des enfants qui sont diables et tout, qui ont beaucoup de force, qui font des bêtises, etc., etc. Et puis quand ils grandissent, ils peuvent être aussi sauvages, etc. Ça existe, cette chose-là. Mais on les a pas condamnés. Pas du tout. Et parfois, le Kovesh et Titro peut avoir plus de mérite et faire beaucoup plus de travail que le Ishtam. Parfois, il faut faire des travaux qui demandent de grandes forces, une intrépidité extraordinaire que peut-être le Ishtam n'a pas. Et ça répond à toutes les contradictions. Ça veut dire que dans le ventre de sa mère, il n'était pas rachat. Pas du tout. Il était celui qui était censé être Kovesh et Titro, qui naît avec des trous notes, avec des traits de caractère non positifs, coléreux, on peut dire même certains qui sont avares de nature, qui ont des. Et on le voit aussi dans le deuxième midrash, et on réduit la contradiction. Dans le deuxième midrash, on dit que les deux ils cherchent là un baba. Ça veut dire que ça aussi il cherchait. Il a un potentiel à développer, à améliorer, à raffiner, n'empêche pas moins qu'il a envie d'avoir le Lamaba. Ce n'est pas un rachat, pas du tout. Dans le ventre de sa mère, en tout cas. Et malheureusement, bon, il n'a pas été suffisamment un Kovesh et Titro, il a fait toutes sortes de choses négatives. Et c'est pour ça que c'est devenu Esav Rachat. Mais à la base,
Il n'y a aucune contradiction dans les deux midrashim. À la base, il avait une possibilité de devenir tzaddik, mais il n'a pas profité de cette possibilité. Je vous dis cette contradiction, cette sira du rabbi, parce qu'elle donne un béchen, elle donne une conclusion extrêmement, extrêmement puissante. C'est que une personne qui a des enfants, il sait bien que parfois on a des enfants qui sont brillants, qui ont toutes les qualités, avec qui on n'a pas de problème. Il y en a d'autres, par contre, avec qui on a beaucoup de problèmes. Ils ont la tête dure, ils ne veulent pas apprendre, ils sont faciles. Des fois des midotes encore plus rarotes, il a une tendance à prendre les choses de ses camarades. On peut trouver toutes sortes de traits négatifs. Mais si on en a des comme ça, il faut savoir qu'il y a peut-être plus de travail avec lui qu'avec l'autre. Attention, il faut travailler aussi avec l'autre. Des fois, on néglige le bon élève, on néglige, il ne faut pas le négliger. S'en occuper aussi, malgré ses bonnes qualités. Mais souvent, on fiouche, on renonce à travailler sur celui qui a des mauvaises midotes. Bon, il redouble sa classe, passage au cheder est difficile, passage à l'ishiva difficile, ainsi de suite, ainsi de suite. Cet enseignement nous dit que ce n'est pas chas v'shalom une fatalité, pas du tout. Ce n'est pas une fatalité. C'est un background, si je peux dire, c'est une base génétique qui lui a été attribuée à sa naissance. Mais cette base génétique, c'est à lui de la développer et la mettre au maximum. Et si, on va dire, c'est un homme qui est très costaud, c'est un gros sportif, il a un gros costaud, on va dire, ah, il est sauvage, il frappe ses camarades. Oui, mais cette force qu'il a, lorsqu'il va le mettre dans le bien, alors il sera beaucoup plus fort, beaucoup plus utile, parfois, que le Ishtam. C'est le point de Esav. À la base, dans le ventre de maman, il n'est pas un rachat. Il a un travail à faire. Et bon, Hachem, j'ai eu l'occasion dans la vie de voir des familles. Le garçon qui était, on va dire, le sauvage, celui qui était plutôt insolent par rapport aux autres, eh bien, c'est celui qui a été le plus dégourdi, qui a le plus aidé les autres, qui était toujours là quand on avait besoin de lui, vous voyez, parce qu'il a pris ses défauts, ce qu'on appelle ses défauts, on va dire ses tendances naturelles, et les a utilisées pour le bien. Pour le bien. Alors, on a un tzaddik, et parfois, plus haut que celui qui n'a pas eu d'épreuve, qui a avancé dans la voie de la Torah de manière classique, on va dire. Et on résume tout ça en disant que le premier, c'est le tzaddik, le deuxième, c'est le Baal Tshuva. Il a pu lutter contre ces tendances naturelles négatives, donc il a un statut, une agdara de Baal Tshuva, et on sait que le Baal Tshuva est plus haut que le tzaddik. Voilà le point que je voulais dire, hein, c'est un chizouk, hein, c'est un très grand chizouk, c'est une vision des choses du rabbi, toujours positive, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit où tu as pu descendre, tu peux encore remonter, c'est sûr et certain. Ceci est dans tes mains, et dans les mains, bien sûr, plus on a pu faire des choses négatives, plus c'est difficile de revenir, mais une possibilité, un potentiel de revenir, il existera toujours jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Voilà donc le point de Chizuk que je voulais dire. On va revenir donc sur le Manachot. Je vous rappelle donc que nous avons étudié la semaine dernière la Manacha de Mechabé, éteindre, et Mavaïr, allumer. On a commencé Mavaïr, on va le faire plus profondément. Rappelez-vous donc que je prends les Mlachot cette fois-ci à l'envers, hein, on fait une Chazara, une révision, on les prend à l'envers. Mais avant de parler de cette Mlacha donc de Mavaïr, allumer, on met un feu, avec toutes les conséquences pratiques que l'on peut rencontrer. Je voulais vous dire un point qui a été d'actualité récemment, donc je voulais le partager avec vous. Une personne se trouvait dans la salle à manger, et puis il était en train, après la fin du repas, il a fait un botti, il a fait Birkat Amazon. Et puis tout à coup, il s'est retrouvé comme ça, que dans son champ de vision, juste à côté de lui, le petit bébé, le petit chenapan là, qui tourne autour de la table, qui s'accroche au pied de ses parents, eh bien, il a laissé traîner sa couche, il a enlevé sa couche qui était sale. Donc on avait un problème de dire Divrei Torah devant une Torah, donc quelque chose de sale. C'est interdit. Torah a dit Vechicita, etc. Il faut la couvrir, on ne peut pas faire des Divrei Torah devant une Torah. Devant des excréments, on ne peut pas dire Divrei Torah. Eh bien, une des personnes qui était autour de la table, brutalement, il s'est levé
il faut enlever ça. Bon, mais en attendant vite, il y avait un paravent. Dans la salle à manger, il y avait un paravent. Il a pris le paravent et il a posé un paravent lourd, assez lourd, comme ça, costaud. Et il l'a mis entre la personne qui fait son Birkat Amazon et la Tzoa. Et la chose qui était ça. Eh bien, sachez que cet acte que cette personne a fait, il est prohibé, c'est interdit. Voilà le point que je vais vous dire. Et je vais l'expliquer. Je vais un peu allonger. Un autre maasé qui semble contredire ce que je viens d'évoquer maintenant, c'est que dans la même pièce, il s'est trouvé que tous les faire mincha, le repas de Shabbat n'était pas de Shabbat, c'était un repas de Shabbat Brachot dans la semaine. Et puis bon, le repas s'est prolongé, l'heure de mincha allait passer, donc les hommes se sont levés pour faire mincha. Pour ne pas avoir de problème et demander aux dames de sortir, non. La même personne a pris le paravent, il a mis le paravent entre les hommes qui devaient faire mincha et les nashim, les femmes. Alors il a posé la question, il a dit apparemment, il y a quelques jours, on a eu le problème de mettre un paravent devant une personne qui faisait son Birkat Amazon, qui disait Divra Torah, et de l'autre côté, il y a la couche sac qui était restée, et c'est interdit. Et maintenant, on dit qu'on a le droit de prendre une méritza, mettre entre les hommes et les femmes pour faire mincha. Et de manière générale, à la choule, il y a beaucoup de choules comme ça, où il y a des méritzot, hein, des méritzot sur roue et qu'on déplace parce que la choule n'est pas suffisamment grande, c'est fréquent. On les déplace. Quand c'est la tfila, on les met entre les hommes et les femmes. Quand c'est pas l'heure de la tfila, les femmes ne sont pas là, on enlève les méritzot afin que la choule, la synagogue, soit plus grande. Quelque chose de classique. Quelle différence y a-t-il entre ces deux halakhot que je viens d'apporter? À savoir, mettre une méritza entre une personne qui dit son Birkat Amazon, il ne nous est pas permis de mettre une méritza entre son Birkat, entre la personne et puis la Tzora, la saleté qui est là-bas, et le cas où il y a des hommes et des femmes dans la même pièce et on met une méritza pour que les hommes fassent mincha. Ça, c'est permis. C'est quoi? C'est quoi la différence? Alors, regardez le point, le mot qui est marqué dans les poskim, il est trompeur. Je vais dire le mot et ensuite on va expliquer. La raison pour laquelle on n'a pas le droit de mériter ça entre une personne qui fait son birkat et le Latsora, qui est par terre, la raison est que la méritza, en quelque sorte, elle s'appelle méritza à materet. Elle permet quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. On va dire une mitzvah qu'on n'aurait pas pu faire sans cette méritza. Sans la méritza, il fallait qu'il arrête son birkat Amazon. Vous allez me dire, il faut enlever la couche. Bon, il y a d'autres solutions. En tout cas, je prends le cas dont j'ai parlé. Donc, mettre une méritza entre la couche, la tsoa et la personne qui fait birkat Amazon, c'est interdit. Pourquoi? Parce que cette méritza, elle a une fonction de permettre la mitzvah de dire Birkat Amazon. Donc, elle a une chashivut spéciale. Sur ça, Midera Banan, il y a une espèce de binyan qui se fait, une construction qui se fait. Par contre, lorsque je mets une méritza de manière générale, de tzniut, on va dire, en l'occurrence, pour faire la tfila de mincha et mettre les femmes de l'autre côté de la méritza. Ça, c'est permis. Là, vous pourrez me demander, mais apparemment, il n'y a pas de différence, puisque de toute façon, grâce à cette méritza, on a la possibilité de faire mincha. Donc, cette méritza-là entre les hommes et les femmes, elle est matérette, elle permet de faire mincha. Comme la méritza entre la personne qui fait son Birkat Amazon et la Tzohar, elle est matérette de Birkat Amazon. C'est quoi la différence? C'est une finesse, hein, c'est une petite finesse, mais qui est extrêmement intéressante. Bon, c'est un point qui a été soulevé par le Magen Avraham, des composés et tout. Alors, je donne la svara de différence. Donc, pour arriver à la conclusion suivante, c'est que mettre un paravent entre le Birkat Amazon et la couche sale,
c'est interdit, et mettre une méritza entre les hommes et les femmes pour que les hommes fassent mincha, c'est permis. C'est quoi la différence? Pourquoi une, elle est matira, l'autre, elle n'est pas matira? Ben, la réponse, elle est comme ça. Le Magan Abraham, en tout cas, c'est le Magan Abraham qui répond comme ça. Il dit la chose suivante. Lorsque l'on met une méritza entre la personne qui fait le Birkat Amazon et la couche en question qui est sale, cette méritza-là, elle a une fonction de couper le réchute en deux. Comment se fait-il que j'ai le droit de continuer à faire le Birkat Amazon alors qu'il y a une couche dans la même pièce? Ça s'interdit. Eh bien, par le fait que je mets une méritza entre les deux, c'est comme si je coupais la chambre en deux. Et donc, c'est comme si, en fait, la personne qui fait le birkat, il est dans une pièce, et la tsoa, elle est dans une autre pièce. La couche est dans une autre pièce. C'est une autre pièce, donc c'est permis. C'est permis de faire birkat Amazon. Mais comme je suis obligé de le mettre dans une autre pièce, donc ma méritza, elle a une fonction de couper le rechute en deux. Et ça, c'est interdit. C'est comme faire une construction. J'avais une pièce, la salle à manger, c'était une pièce. Grâce à cette méritza, j'en ai fait deux pièces pour pouvoir séparer la personne qui fait birkat avec la couche. Par contre, lorsqu'on met une méritza entre les hommes et les femmes pour faire mincha, il n'y a pas d'obligation que les femmes soient dans une autre pièce. Ce n'est pas interdit de faire mincha, un tzibour, lorsque les femmes à la maison, quand les femmes sont dans la même pièce. Ce n'est pas l'interdiction. Alors, pourquoi est-ce qu'on met la méritza? On met la méritza, en fait, pour que les hommes ne voient pas les femmes. Donc, la méritza, pour séparer les hommes des femmes, n'a pas une fonction de couper la pièce en deux. Elle a juste la fonction, si j'ose dire, de kissouille, de faire que les hommes ne puissent pas voir les femmes. Donc, elle n'a pas une fonction forte de créer deux pièces, elle a la fonction faible de faire en sorte que les hommes ne voient pas les femmes. Et ça, c'est permis. Petite finesse, mais très intéressante, et ça permet donc d'installer comme ça des méritaux, bien sûr pas avec des clous, sur roue par exemple, etc. On peut les installer pour séparer les hommes des femmes. Par contre, une méritza pour, je vous dis, de faire vivre Amazon, ça, c'est pas permis. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai mis la couche en question dans une autre pièce. Pour pouvoir faire mon birkat Amazon, je suis tenu de mettre la couche dans une autre pièce. Et donc, la fonction de ce paravent, de cette méritza, c'est une fonction de couper la pièce en deux. Et ça, c'est interdit. Je n'ai pas le droit de mettre un paravent dont la fonction est de couper la pièce en deux. Dans les faits, si vous prenez une photo après Shabbat, c'est la même chose. Mais le point, c'est, dans ma tête, quelle est la fonction de cette méritza? Si elle a une fonction constructive de deux petites pièces dans une grande pièce, c'est interdit. Si elle a une fonction non constructive, juste nous empêcher de voir les nashim, de voir les femmes pendant le mincha, ça c'est permis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Posez-moi des questions, je veux que je sente si tout le monde a compris mes explications. Allez-y, posez des questions sur cela, et puis on va revenir donc de manière classique sur ce que l'on a fait la semaine dernière. Allez-y. Alors, oui, Rav. Alors, attendez, moi, excusez-moi. Donc, juste, je vais vous demander, est-ce que prier devant un fruit qui a pourri, il me semble que c'est aussi interdit, et donc, est-ce que ça rentre dans la catégorie permis ou pas permis de mettre une ça? Un fruit pourri, moi, qui sont extrêmement mauvais, mais bon, il n'y a pas d'interdiction de faire une prière devant un fruit. Il n'y a pas d'interdiction? Non, un fruit pourri, non. Ah bon? Soit, un truc comme ça, oui, mais pas un fruit pourri. Non. Une saleté de manière générale, quoi. La table sale, renversée, les choses renversées, non, il n'y a pas d'interdiction du tout. D'accord. Allez-y. Ok, allez-y, merci. Autre question? Grave. Oui, alors, bonsoir déjà. Dans votre exemple, vous avez dit que la couche était proche, en tout cas, elle était vraiment à côté de la personne qui était en train de faire le Birkat Amazon. Donc, il s'en est rendu compte. Mais éventuellement, dans la pièce est grande, il y a une couche qui traîne, on ne la voit pas, on ne le sait pas. C'est un problème de faire la prière ça annule la prière? Oui, c'est un vrai problème. Il faut vraiment bien, si on a des enfants, comme ça, des bébés qui tournent, et qui parfois, ça dépend des familles, il y a des familles où ça n'arrive jamais, il y a des familles c'est très très fréquent,
S'il y a un chachash, on appelle un chachash, une crainte qu'il y ait une couche qui traîne, on est considéré comme pochéa, on est en faute de ne pas faire attention. Donc, vous savez que d'après la halakha, si la couche était dans notre champ de vision, on n'est pas quitte. Ça va très loin. Alors, il faut deux conditions. Il faut d'abord que ce soit probable qu'il y en ait, hein, dans une maison où vraiment c'est anus gamour et comme un cas de force majeure absolue. Ça veut dire que ça n'arrive jamais. Et puis, de manière exceptionnelle, il y a un invité qui est venu, dont le bébé a laissé une couche. Bon, alors ça, c'est un cas de honest gamour. Mais sinon, de manière générale, dans les maisons où il y a des couches comme ça, il faut être bodek avant. Hein. C'est sûr, il faut être bodek. Et ou enlever la couche, ou bien mettre une mechitza ou d'autres solutions. Autre question, si on est dans la cuisine, parce que du coup, ça me suscite une autre question, excusez-moi, Rava. Mais si vous êtes dans la cuisine et que vous n'êtes pas loin, et que dans la cuisine, il y a une poubelle, donc est-ce que c'est un problème de faire Birkat Amazon dans la cuisine? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cuisine, madame? Vous faites la cuisine. Une poubelle. Ah, les poubelles. Écoutez, les poubelles, ça dépend des maisons. Vous savez qu'il y a des maisons où, en tout cas chez nous, on a toujours été très macpide là-dessus, on ne met jamais les couches dans les poubelles. Si c'est des poubelles où on met les restants du repas, etc., bon, c'est pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est très sale, vous voyez, c'est stable. On met les assiettes jetables, on met la nourriture, les restants dans les assiettes. Non, il n'y a pas d'interdiction de faire Birkat Hamazon à côté. C'est halakha dont je parle, donc c'est marqué, c'est Soa ou Meraglaïm, enfin les choses qui sont vraiment. Ou alors quelque chose qui a une odeur pestilentielle, ça peut arriver. Tout à l'heure, on parlait des fruits. J'ai pas encore vu ça, mais on peut imaginer des fruits qui ont tellement pourri que ça y est, toute la maison sent mauvais. Alors, dans ce cas-là, c'est parce que ça sent mauvais, en fait. C'est parce que ça peut. Mais s'il y a des couches, oui, il faut faire très attention. Hein, s'il y a des couches, D'accord. Je sais qu'on est très macpide quand on a des enfants qui ont des bébés. Il y a un endroit spécial pour les couches. D'accord. À part ça, avec les couches, à part que c'est une soie, il peut y avoir des fois des mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, c'est problématique aussi. Hein. Quand on fait une bracha, c'est interdit de faire une bracha quand il y a une mauvaise odeur. Ok, merci beaucoup. Ouais, j'avais une petite question, s'il vous plaît, à savoir, est-ce qu'on a le droit le Shabbat, de jeter justement un sac ordure dans le vide ordure palier il n'y a pas de problème de Yetsia, parce que voilà. Vous êtes dans un immeuble sans héros, c'est votre question. Non, mais là, en l'occurrence, dans ce palier, il n'y a que nous. Il n'y a que nous, et si un Shabbat, par exemple, on veut se débarrasser d'un sac poubelle dans le vide ordure et qui est. Non, j'ai bien compris. Le fait de déplacer la poubelle, vous pouvez le faire. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a Otsar? Est-ce qu'il y a Otsar? Alors, premièrement, est-ce que vous avez, si votre poubelle en question, il est dans le couloir extérieur, est-ce que vous avez le droit de sortir dans le couloir? Oui. Ma question, c'est le fait que ça va atterrir en bas, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même si au moment où je le jette, il n'y a pas de Otsar, mais le fait que ça atterrisse après dans un autre domaine. Ça atterrit dans votre immeuble. Si vous me dites qu'on peut porter, vous portez dans votre immeuble? Oui, mais qu'au niveau du palier, parce qu'il n'y a que nous. Il y a que nous. Ah, d'accord. J'ai bien compris la question. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, vous n'avez pas le droit de porter de votre maison on va dire, au rez-de-chaussée ou à la cave. Est-ce que vous pouvez? Alors, je vais vous répondre. Ça va dépendre de la dimension de vos poubelles. La dimension. S'il a une dimension de Makom Ptour, ah oui. On a le droit, parce que finalement, vous sortez dans votre palier, là vous avez le droit, vous mettez dans Makom Tour et puis il va atterrir en bas. Ouais. Et en général, c'est moins que les dimensions. Vous pouvez rappeler les dimensions de Makom Tour? Il y en a qui sont très grands, ça peut poser problème. Oui. Mais je pense qu'en général, tous ceux que j'ai vus, ils sont assez petits, donc ils ont un digne de Makom Tour, donc on a le droit. Ah, d'accord. Donc c'est genre, là, ici, c'est genre 20 sur 30 cm. Oui, 30 c'est bon. En principe, c'est bon, oui. C'est Makom Tour? D'accord. Ouais, c'est bon. Bon, je vous remercie. Autre question? Juste, alors, puisque vous avez parlé d'Alain qui sont plus tout à fait liés à Shabbat, mais sur la tfila,
est-ce que, du coup, si jamais il y a une couche qui ne sent rien et que elle est emballée dans un sac opaque, d'accord, mais on sait que là-bas, il y a des Ktanim, il y a des Meraglaim, il y a des Gdolim, il y a tout ça. Elle ne sent pas et elle est dans un sac opaque. Est-ce que je dois m'éloigner de 2 mètres pour prier? Ou est-ce Alors, que, et d'ailleurs, et si elle est dans mon champ de vision, je veux dire par là, si le sac opaque dans lequel la couche est, si par exemple je me suis éloigné, mais qu'en fait la couche elle est quand même devant, est-ce que je dois m'éloigner? C'est la première question. Et deuxième question, est-ce que je dois l'avoir dans mon dos et pas en face? la réponse elle est comme ça. C'est que lorsqu'il y a une couche, il y a deux solutions pour pouvoir faire ça. Ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne parle pas de Shabbat, je parle de jour de Chol. Oui, oui. Shabbat, ça m'intéresse. Jour de Chol, ou bien vous mettez une Mechitza, donc vous créez 2 Reshuyot, ou bien il faut 2 Kisuyim. 2. Ça veut dire qu'il faut le mettre dans un sac et encore dans un autre sac. Ça marche. 2 Kisuyim, ça s'appelle Vechitzita. Il faut mettre de le. Alors, ça, c'est 2 Kisuyim. Et donc à ce moment-là, je peux même prier à côté? S'il n'y a pas d'odeur et que vous le mettez dans 2 Kisuyim, vous avez le droit. Ah, d'accord. C'est une autre solution. Mais alors attendez, si je vais jusqu'au bout de votre logique, ça veut dire que Shabbat, j'aurais pas le droit de mettre la couche dans un deuxième sac papier, parce que presque c'est comme si je créais quelque chose qui rendait possible le fait de prier à proximité. Et là, vous avez dit qu'on pouvait pas mettre un paravent. Et alors, du coup, mettre un deuxième kissouille sur une couche, enfin, mettre deux kissouilles sur une couche, c'est possible ou pas? Bon, je suis content de votre question. Et parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur la Svarat Adavar, sur la logique. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Quelle est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'être la Mechitza? Parce qu'en mettant une Mechitat Amateret, j'ai besoin de couper la pièce en deux, de telle sorte que mon birkat, je le fais sur la petite pièce de droite, tel côté du paravent, et d'autre côté, il y a la tzoa. Donc la fonction de comme j'ai dit tout à l'heure, la fonction du paravent, c'est de créer de réchouillottes, ça s'appelle bonnet. Quand je mets une tzoa dans 2 couvertures, je ne suis rien en train de voir, je ne fais pas une mechitza. Il n'y a aucune interdiction de mettre quelque chose dans un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets. Il n'y a aucune interdiction. Il n'y a pas de construction ici. Alors que faire une mechitza, c'est toujours une construction. Une maison, ça commence toujours avec des murs. Et un paravent, ça peut être le début de quelque chose. Ça s'appelle une mechitza. En hébreu, c'est une mechitza. En français, c'est un mur, c'est un paravent, ce que vous voulez. Mais c'est le début d'une construction. Mais mettre quelque chose, mais un paquet, un sac poubelle, plastique ou n'importe quel sac, c'est pas une construction. Il n'y a aucune interdiction de prendre un objet, de le mettre dans 10 sacs, 20 sacs, les uns dans les autres. D'accord, très bien. Et juste pour être sûr, alors du coup, si jamais j'emballe la couche dans un premier sac et qu'après le sac, je le jette dans la poubelle, est-ce que la poubelle, c'est considéré comme le deuxième qui souille? Ou est-ce que faut vraiment que ce soit 2 papiers qui englobent Si une maintenant couche vous l'avez, directe? oui, c'est bon. Si vous avez mis la couche dans un plastique, on va dire, et vous avez mis dans une poubelle qui est fermée, ça s'appelle du kissouim. D'accord, merci. Je me permets d'ajouter quelque chose, on va dire, d'un peu intime. Bon, il arrive parfois qu'on ait des mezuzot qui sont à l'intérieur de nos pièces. Ça dépend de la configuration. En général, elles sont à l'extérieur, mais ça reste à l'intérieur. Pour faire, dans la vie intime, pour faire Tashmish Amida, il faut avoir 2 kisuyim. On va faire Tashmish Amida devant une mezouza s'il n'y a pas 2 kisuyim. Donc, bon, en général, on s'arrange, mais il faut 2 kisuyim. Il y en a qui mettent pendant Shabbat, quoi, avec une épingle, ils mettent un mouchoir ou quelque chose, les couvrir doublement. Ouais. Ou alors, une paire de tefilines, par exemple, faut la laisser aussi, je sais pas, en dehors d'une pièce. Ouais. Ou je pose les questions jusqu'au bout parce que je me dis, bon, dans une location, des fois, on peut se retrouver dans un studio, la question peut se poser. Il y a 2 solutions. Il faut toujours penser, il y a 2 solutions qui sont ou bien 2 kisuyim, ou bien derrière une mechitza. Mais je veux dire par là. Attention, hein, pas un petit drap comme ça qui bouge. Une vraie mechitza, je veux dire, par exemple, qui est omed de Ruach Metzia, c'est marqué. Bon, la gdara difficile, que s'il y a un vent, elle ne tombe pas. Ou alors, il faut l'attacher, la fixer avant. Si c'est un jour de rôle, vous la fixez bien, vous la bloquez avec une chaise, etc., qu'elle soit solide, cette mérite.
Claire, on peut revenir à nos. Voilà. Donc, c'est une petite digression que j'ai faite parce qu'on a eu la Sheila. Je sais que ça touche beaucoup de points de halakha. Alors, donc, je disais, donc, on va aborder aujourd'hui la malacha donc de Mavir, allumé. Je vous rappelle l'ordre, on a commencé par Otsara, porter, ensuite Magev Patish, dernier coup de marteau, ensuite éteint, la semaine dernière, la quatrième semaine, donc c'est allumé. Alors, juste je rappelle, je pense que c'est intéressant de rappeler, si pas tout le monde était là peut-être la semaine dernière, donc dans la malacha d'éteindre, j'avais dit deux halachot fort importantes, c'est que les poskim disent que s'il y a un début d'incendie, on a le éther de manière générale d'éteindre parce qu'il y a toujours un danger qu'on ait un incendie. Alors, comme j'ai expliqué longuement la semaine dernière, si on peut, sans éteindre le feu, être hors de danger du type une nappe qui prend feu parce qu'une bougie tombe dessus, vous prenez la nappe, vous mettez dans le balcon. Vous voyez, vous la sortez de la maison dans le khatser, si vous avez un khatser, un jardin, ou même quelquefois prendre toute la table dans le jardin. Si, de manière extrêmement facile et simple, sans risque, on peut éviter d'éteindre le feu, on évite, bien sûr. Quelquefois, la salle à manger est en carrelage, on jette donc la bougie qui prend feu ou la nappe qui prend dans le carrelage, puis on la laisse brûler, point. Mais si cette nappe elle commence à mettre le feu au fauteuil, on va dire, c'est extrêmement inflammable, des fois on a du bois, ils ont des meubles en bois extrêmement inflammables, il ne faut pas hésiter, il faut éteindre. C'est un sac du Prime Gadim et qui a été mis de Kabel, qui a été accepté dans le pays d'Israël. Et malheureusement, on a vu des accidents, dans des incendies. Les gens de chez nous sont partis à cause de ça. Donc voilà, le éther clavique que j'ai donné la semaine dernière. Une deuxième halakha que j'ai dit qui est aussi très intéressante, c'est qu'en cas d'incendie, il est permis de faire le issour des rabbanan, l'interdiction des rabbanan, de sortir des objets dans le carmélite, c'est-à-dire pas dans un reshut arabim, sachant que l'immense majorité des villes de nos jours, des endroits où on vit, c'est carmélite, hein, à part les Champs-Élysées, Manhattan, des endroits où il peut y avoir 600 000 personnes par jour, c'est assez rare, mais pas beaucoup. L'immense majorité des réchuyot, des endroits où on vit, c'est carmélite. Donc c'est une histoire des rabbanan seulement de sortir. On a le droit de sauver, d'être matil kitvé à Kodesh. Il vous est permis de sortir les livres, les gmarot, les tfilines, la sphère Torah, etc., etc. Tous les kitvé à Kodesh, sur Kodesh, on peut. Ils ont permis donc, à cause de kavod à kitvé à Kodesh, le kavod qui leur est dû, on a le droit de transgresser l'interdiction des rabbanan de porter dans le carmélite. C'est un point qu'il faut savoir, hein, en cas d'urgence, on est paniqué, on ne sait pas quoi faire, et donc voilà, c'est bien d'avoir quelques bases comme ça, à ne pas oublier. Voilà. Alors, passons voilà, deux halachot, on peut dire les maasés qu'on a vus la semaine dernière. Donc, on passe maintenant à la malacha, donc je disais de Mavir. Qu'est-ce que c'est Mavir? Défini de manière générale, c'est qu'on a vu. Allumer un feu. Allumer un feu, c'est tout simplement, vous mettez du bois dans un feu, vous augmentez le feu. Ça, c'est le marcha de Mavir. On allume. Créer un feu ex nihilo. Autrefois, on prenait deux silex, on prenait deux cailloux, on les frottait l'un à l'autre, avec un petit peu de matière inflammable, ça pourrait être du cache ou gouvava, c'est de la paille, voilà, c'est très inflammable. On mettait ça entre deux rochers, on tapait le rocher, ça faisait une étincelle, et puis de nos jours, c'est craquer une allumette. Encore plus moderne, c'est appuyer sur le bouton du briquet, et puis hop, tout de suite, il y a une petite étincelle qui allume. Tout ça, c'est Marie. J'allume un peu. Tout ça, la Torah est l'interdit. C'est vrai aussi, pas seulement dans le bois, c'est vrai même dans les matériels, dans le fer, dans les métaux. Apporter un métal en fusion, le mettre jusqu'au rouge, c'est comme si on allumait un feu. Bon. Encore une application de. Il peut y avoir des conséquences de ça. Par exemple, souvent les gens demandent est-ce qu'il est permis de couvrir un feu pendant le Shabbat?
Pourquoi on aime bien ça? Un petit rappel sur les halachot chazara. Chazara dans Shabbat. Vous savez très bien, quand vous avez une marmite sur le feu, pour pouvoir prendre la marmite, servir à la famille, puis remettre la marmite sur le feu, il y a un tas de conditions. Et la condition principale, c'est que le feu soit couvert. On appelle garou vekatum. Garou fokatum. Donc, on couvre le feu. De nos jours, on a les plateaux. Le plata, c'est déjà considéré comme un feu couvert, pour diverses raisons. Chez beaucoup de gens, en Amérique en particulier, ils ont une grosse gazinière, elle est couverte avec une tôle. On peut imaginer que cette tôle peut être, en étant posée sur un feu, elle devient rouge. Ça, c'est un problème. C'est très rare de nos jours parce que les tôles ont été travaillées pour à très haute température, plongées dans l'eau froide après. Bon. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si on est dans un matzab, dans une situation où on est amené à porter un métal au rouge, ça s'appelle mavir, ça s'appelle allumé. Un autre cas, la semaine dernière, vous vous rappelez qu'on a parlé d'éteindre et j'avais dit que quand vous avez une veilleuse à l'huile et vous prenez un peu d'huile de cette veilleuse, quand la veilleuse est allumée, le fait de prendre de l'huile, ça diminue très très peu, mais ça diminue l'intensité de la flamme. C'est interdit, ça s'appelle éteindre. L'inverse est vrai aussi. Vous avez une veilleuse, vous pensez, quelqu'un a une veilleuse, elle ne va pas durer 24 heures, il a fait un air neshama et tout. Et donc, dans la panique, il dit, bon, je vais ajouter un peu d'huile dans mon air neshama, à l'huile d'olive, pour être sûr qu'elle va durer pendant 24 heures. Malheureux, faites surtout pas ça. Le fait d'ajouter de l'huile dans une veilleuse, c'est-à-dire une mèche posée sur de l'huile, ça s'appelle mavrir. Même que déjà la mèche est déjà allumée, mais le fait d'ajouter de l'huile, ça ajoute un tout petit peu d'intensité à cette flamme et c'est interdit. Aussi, autre chose, c'est attiser des braises. Hein. Tisonner les braises avec un tison, avec un faire comme ça qu'on pas dessus, ça les fait repartir. C'est sûr. Alors, vous allez me dire, on ne fait pas ça, mais bon, il n'y a pas si longtemps, les gens avaient des cheminées, se chauffaient dans la cheminée, donc on pouvait être amené. Déjà, rien qu'ouvrir la cheminée, ça faisait un appel d'air et donc les flammes reprenaient. Ça, c'est mavrir. Dans les fours, pareil. C'est vrai que j'ai l'air d'être un petit peu vieillot en disant ça, un petit peu ringard, parce que bon, il y a maintenant les fours, c'est beaucoup plus perfectionné, c'est électrique et tout. Mais bon, on a encore des fours qui marchent avec des flammes, hein, ça existe encore. Bon, le fait d'ouvrir et de fermer, ça provoque quelque chose, ça fait des appels d'air, ça peut monter des flammes. Donc on fait excellente attention, ça rentre dans ma vie. Bon. Toujours dans le même ordre d'idées, si on a en général, les gens de nos jours, le minac, c'est d'allumer des bougies en cire. Mais d'après la base, à l'origine, après Shulchan Aruch, les meilleures bougies, les meilleures flammes qu'on puisse faire, les Chevot Shabbat ou Yom Tov, c'est des nérotes, c'est des flammes à l'huile d'olive. Comme pour Hanouka, c'est Beth Amikdash, c'est de l'huile d'olive. Ben, ceux qui allument encore, il y en a un, je sais que dans ma famille, mais des nérotes à l'huile d'olive, des veilleuses à l'huile d'olive, eh bien, il faut faire extrêmement attention de ne pas bouger la table brutalement. Parce qu'il est clair que quand vous bougez la table, il y a l'huile qui bouge un petit peu, qui a tendance à monter sur la mèche, et tout de suite, on voit la mèche qui brille plus. L'intensité de la flamme est supérieure, puisque la mèche, précisément, elle se mouille davantage, elle s'imbibe davantage d'huile. Voilà. En d'autres termes, ne pas bouger comme ça. Le mieux, c'est de ne pas mettre des veilleuses comme ça sur la table. Hein, mettez ça sur un buffet, comme ça, le buffet ne se bouge pas en général. Mais si vous le faites sur la table, tâchez de ne pas bouger la table. Hein. Je vais passer maintenant puis je vais écouter vos questions. Vous savez tous que si on a fait une mlacha par inadvertance, même par inadvertance, Béchogeg, on ne peut pas en profiter. Donc quelqu'un qui aura allumé une bougie ou un feu quelconque, ou bien des lumières avec le filament incandescent, c'est pareil aussi. Donc c'est Assour Minatora. Donc il a transgressé Mlacha Minatora. Même Bediavad, on ne peut pas profiter de ces choses-là. Je voulais rappeler
un éther dont je pense avoir parlé, c'est que si on allume Béonès, je vais expliquer. Pas Béchogeg, mais Béonès, on peut Bédiavad en profiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Béonès, ça veut dire on a trébuché. En trébuchant, on a appuyé sur l'interrupteur, la lumière s'allumait. Le filament incandescent s'allumait. C'est pas Shogeg, ça. Shogeg, c'est une personne qui a fait le geste d'allumer, un geste ponctuel d'allumage, elle levait la main sur l'interrupteur, elle a appuyé dessus. Seulement, pendant une fraction de seconde, il a oublié que c'est Shabbat, ou bien sa main elle a le réflexe d'allumer. Par réflexe, on va dire, elle a allumé. Ça s'appelle Shogeg, inadvertance. C'est pas Mézid, c'est pas intentionné, mais il a eu l'intention, pendant une fraction de seconde, il a oublié pendant quelques secondes que c'était Shabbat. Donc pour ça, à l'époque, il fallait apporter un korban, il faut faire Shabbat, etc. Pour donner zakat. Une personne qui trébuche, et en trébuchant, il appuie sur un interrupteur avec son coude, là, il n'a pas oublié Shabbat. Il a oublié de ne pas tomber, si j'ose dire. Mais il est tombé. Tomber, ça arrive tout le monde, ça s'appelle un honnête. Là, quand il a fait Béonès, il n'y a pas d'interdiction de profiter de la lumière. Donc, il est arrivé une fois que la salle à manger était éteinte. Bon, ben, une personne était debout, près du mur, et puis sans le vouloir, il a appuyé sur le mur. Son dos s'est appuyé sur le mur. Eh bien, on m'a demandé alors on peut profiter de la lumière? J'ai dit oui. Et j'ai dit, t'as pas fait exprès? Mais non, bien sûr, pas du shalom. T'as fait exprès de mettre le dos contre le mur pour appuyer sur l'interrupteur. Je me fais appuyer là-bas. Donc, c'est permis. Toujours dans le même ordre d'idée, toujours de ma vie. Imaginons que vous montrez dans la Cheder Madrigot, dans le cage d'escalier. Et malheureusement, ça peut arriver qu'on ait des voisins, des bons juifs, mais bon, pas encore Shomer Shabbat. Et il veut vous faire plaisir, il allume vous avez 8 étages à monter, il vous allume la lumière. Question, est-ce que j'ai le droit de monter en profitant de cette lumière ou pas? La réponse est oui. La réponse est oui. Tout simplement parce que ce n'est pas un profit direct de la melacha. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que même dans l'obscurité, et d'ailleurs, le juif Shomer Shabbat, il serait monté au 8e étage sans lumière si la lumière n'avait pas été allumée. Donc finalement, c'est une nourriture, c'est un luxe, c'est un confort de monter avec la lumière. Mais j'aurais pu monter sans la Havera. Donc, Bediavad, on a le droit de profiter, ça veut dire en quelque sorte, si vous voulez courir jusqu'au 8e étage pour pas que les derniers étages soient montés dans l'obscurité, c'est permis. Intéressant ce point-là, que Bediavad, on a le droit de profiter. Encore, le même ordre d'idée aussi, c'est des petites halachot, vous voyez, mais qui ne sont pas liées directement à Mavir, mais qui sont quand même des conséquences. Une chose qui arrive, une maison où il y a un frigo et l'ampoule n'a pas été enlevée. Quelqu'un ouvre le frigo, Béchogel. On n'a pas le droit de profiter d'une avéra qui est faite. Les poskim disent, la chose suivante, qu'on a le droit de profiter de la nourriture qui était dans le frigo. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est une chose. Il a transgressé l'interdiction d'allumer. Mais il n'est pas en train de profiter de cette avéra, cette transgression d'allumer. Il est en train de profiter que la porte a été ouverte et donc il a pris des fruits dedans. J'ai trouvé que maintenant, en ouvrant le frigo, il y a quelque chose en parallèle qui s'est mis en. Il a fait une avéra en parallèle, mais ce n'est pas la avéra en question qui lui a permis d'accéder aux fruits. L'accession aux fruits, c'est fait parce qu'il a ouvert la porte. Ce n'est pas la avéra, c'est pas la melacha d'Avara dont il profite. Profiter de l'Avara, c'est profiter de la lumière. Et là, il n'en profite pas du tout. Les fruits, il les aurait pris même sans lumière. Donc c'est intéressant. Si quelqu'un, par inadvertance, un enfant, il a fait exprès, il a ouvert le frigo pendant Shabbat, il est permis de prendre la nourriture qu'il y a dedans. Ouais, ce sont des petites à pisquer à la rote, mais c'est bien de connaître. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'écoute vos questions. Allez, messieurs, dames, n'hésitez pas. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez dit tout à l'heure sur. Vous avez dit de toute façon, quand il y a un feu, on peut l'éteindre. Excusez-moi, encore une fois. Vous n'avez pas dit de toute façon. Vous avez dit qu'il y a eu un sac
comme quoi quand il y a un feu, on peut éteindre le feu. Si on sait que ça va faire. Tout à l'heure, vous avez dit, et par contre, les Sifré Kodesh, on peut les sortir dans un carmélite. Mais je sais pas, il n'y avait pas, pas dit que de toute façon aujourd'hui. Non, vous demandez s'il y a un donateur d'éteindre? Non, je sais pas, j'ai peut-être mal entendu, j'ai peut-être mal compris. Éteindre un feu, ça reste interdit aujourd'hui. Si on sait qu'il y a un incendie ou quoi, il n'y a pas. On sait que, je sais pas. Non, je vous pose une question pour comprendre votre question. Vous demandez, puisque on a dit qu'il est permis de sortir dans le cadre sur des rabananes pour l'équipe de la Kodesh, vous dites, pareil aussi pour éteindre le feu, c'est ça que vous dites? Non, je crois, bah, oui, enfin, j'ai répété ce dîner-là, mais je crois que, je sais pas, je vous avez entendu dire une fois, je sais pas si vous l'avez redit ce soir, que on peut éteindre un feu parce que de toute façon, il peut toujours y avoir des dégâts matériels, il peut y avoir un goy je sais pas, qui en meurt, donc je sais pas, il n'y a pas un éther d'éteindre un feu aujourd'hui? Non, non, ces mots que vous dites, c'est le éther de profiter si ça a été fait, mais éteindre. Non, ce que j'ai dit, c'est que peut-être, c'est à ça que vous êtes Mitkaven, c'est que éteindre, en l'immense majorité des cas, c'est des rabananes. Donc, en cas de besoin pour un malade ou quelqu'un qui a besoin, on peut demander à un gars de le faire, ça revient au éther de cheveux des shoots. Mais c'est jamais par un juge, bien sûr. Oui, non, mais je comprends, mais moi, je vous parle d'un incendie. Et dans un incendie, il y a un incendie qui se déclenche. Est-ce que Shabbat, on ne Non, peut pas éteindre un incendie? un incendie, c'est un éther général, c'est un nouveau terme, il faut remarquer dans la phrase. C'est que les poskim récents disent qu'un incendie, dans l'immense majorité des cas, il y a sakana. Donc, il n'est pas question de profiter de l'incendie, c'est quand même d'éteindre, point barre. Parce qu'il y a sakana. Donc c'est ça. S'il y a un incendie, on l'éteint Oui. et c'est tout. On l'éteint, c'est tout, sauf, comme je vous dis tout à l'heure, si on peut éviter qu'il se propage de manière extrêmement facile, du type sortir la table dans le balcon, dans le traceur, etc. Mais s'il y a le moindre doute que ça qui va se répondre, oui, c'est un terre spécial, ça n'est pas un terre d'Agmara. C'est que les possibles de nos jours ont jugé qu'un incendie, un début d'incendie, ça fait que sakana. C'est une agdara nouvelle, c'est une définition nouvelle. Mais c'est pas du tout interdit. C'est interdit, mais on est en sakana. D'accord. Donc aujourd'hui, s'il y a un incendie qui se déclenche, on l'éteint et c'est tout. Donc on n'a pas vraiment l'occasion. Exactement, sauf encore une fois, si c'est très très facile, c'est une bougie qui tombe et qui est allumée, vous la mettez dans le balcon, ou ce que je veux dire. Oui, ça, c'est pas un incendie, ça. Voilà, voilà. Ça peut tourner mal, mais non, voilà, moi c'était pour savoir finalement dans quel cas. Bon, et vous dites si vraiment l'incendie il est très Voilà, très vous avez bien grand. dit, si c'est un incendie, il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez des rideaux qui commencent à brûler, et vous avez des meubles en bois, un truc comme ça, il faut éteindre. D'accord. Mais en tout cas, ce que vous avez rajouté, c'est si jamais l'incendie il est déjà bien avancé au point qu'on ne peut plus l'éteindre avec un verre d'eau et qu'il faut attendre des pompiers pour ça, Absolument. vous êtes en train de dire on peut prendre le chasse qu'on a reçu pour le mariage et on peut le sortir dans les parties communes de l'immeuble. On n'aura pas transgressé au-delà. Voilà, vous prenez le chasse, et pas que le chasse, hein, les autres Ouais, livres aussi. on prend les chiffres du rabbi et vos cours aussi, bien sûr. Kitvé à Kodesh, tous les Kitvé à Kodesh. Vous dites, il n'y a pas de Issour de Haute-Sa. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est quoi? Il n'y a pas de Issour de Haute-Sa ou c'est la façon de faire Shabbat? Le Issour des Rabanan, de sortir dans le Carmélite, il est levé. Est levé pour Kitvé à Kodesh. Très bien. Clair. Très clair. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Hein, s'il y a d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. Pas de questions? Bonsoir. Une précision. Vous avez dit, toujours à propos de l'incendie, si l'incendie prend et que elle commence par la nappe, on pourrait sortir la nappe aussi, comme les qui devaient à Kodesh, dehors. Non, j'ai pas dit ça. Non. J'ai dit si de manière facile, on peut enlever la nappe, la mettre dans votre ratserre, dans votre jardin, sur du carrelage. Oui. Je ne peux pas parler de faire un autre issour. C'est juste le issour de se déplacer, on va dire, du mouxé, etc. Pas plus. Non, on n'a pas le droit de sortir, non. D'accord. Par contre, si ça prend, si c'est un incendie, comme on a dit tout à l'heure, là, vous l'éteignez.
D'accord. Voilà. Allez-y, autre question. C'est bon? Excusez-moi, Rav, petite précision. Donc, en fin de compte, on pourrait sortir la NAM, mais il faut que ce soit dans le domaine privé, pas, que ce soit pas dans le domaine public. S'il y a un risque d'incendie sur la nappe, on pourrait l'éteindre tout simplement, l'enlever pour éviter que ça se propage. Il faudrait que ça soit dans un endroit qui nous appartienne et qui mettrait à l'abri de façon à ce que le reste ne s'enflamme pas, c'est ça. On ne peut pas le mettre, par exemple, sur le palier. Quelque chose qui ne nous appartient pas. Ah, non, le palier, s'il est encore là, vous pouvez y aller, même si ça ne vous appartient pas. De toute façon, personne ne vous en voudra d'avoir évité un incendie en sortant une nappe qui a pris feu. Hein. Non, non, ça, je pense qu'on peut le faire aussi. Oui. D'accord. Le faire aussi. Ok, merci beaucoup. Voilà, en espérant que ces halakhot vont nous éviter tous les feux. Hein. Vous avez tous compris. Hein. Que ça ne nous rend pas tour des accidents. Mais bon, il faut toujours savoir. Hein. Il y a un mot comme ça qui dit que tous ces cas, comme ces théories dont on parle, eh bien, elles ont envie d'être. Elles plaident dans le ciel. Elles veulent que ce soit étudié. Alors parfois, pour qu'elles soient étudiées, il faut que l'accident arrive pour qu'on se mette à l'étudier. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'envers? On étudie l'incendie avant qu'il arrive, comme ça, Bezat Hashem n'aura jamais. Voilà. Amen, excellent. Je peux vous poser une petite question qui n'est pas par rapport aux incendies et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez-y. Est-ce qu'on peut, vous aviez dit, je crois, la semaine dernière, qu'on pouvait faire intervenir un goy. On a dit même parfois on appelle Shabbat goy, mais bon, c'était plus particulier pour les choses. Si, par exemple, vous avez un repas pour Shabbat Ratan et qu'il y a des enfants, est-ce qu'on pourrait faire intervenir justement un goy pour aller à un repas, une séouda de Shabbat Ratan? Vous dites le gars, il va amener le bébé en poussette, c'est ça? C'est ça. C'est ça votre question. Écoutez, j'ai longuement parlé de ça la semaine dernière, et au contraire, je disais que c'est vraiment au cas par cas. Il ne faut pas. Maintenant, les gens ont pris l'habitude que dès l'instant qu'il y a un repas quelconque à C'est la pour ça que je vous choule, pose la question. Ouais, c'est ça. voilà. Et je vais vous rappeler très brièvement ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai dit que le fait de transporter un enfant dans le Carmélite, dans 2 jours, c'est pratiquement tout Carmélite, c'est pas Réchout Arabim, c'est un domaine public, c'est un domaine semi-public, on va dire. C'est une interdiction des Rabbanan. Donc, demander à un goy de faire ce histoire de Rabbanan, ça s'appelle Shvou des Shvut, un des Rabbanan sur des Rabbanan. Et le principe, c'est on peut demander à un goy de faire un histoire de Rabbanan, les tzorech mitzvah, pour les besoins d'une mitzvah. Si ce n'est pas pour les tzorech d'une mitzvah, non. Alors, pourquoi je vous dis ça au cas par cas? C'est parce que ça dépend pourquoi on va lui demander ça. Vous avez parlé de Shabbat Ratan. Je vous donne un exemple que je donne souvent à ma fille, Thierry, qui est shloucha à Boulogne. Elle me demande souvent cette question. Et ma réponse, en général, est la suivante. Non, bon, elle le sait en général maintenant. Je lui demande pourquoi vas-tu à la choule? Alors, elle me dit, écoute, parce que j'ai envie de. Il y a le kidouche là-bas, je m'ennuie un peu à la maison. Puis non, c'est pas une mission d'être à la choule pour ça. Au point de demander à un goy d'amener le bébé. Mais je lui avoue, si par contre, je donne un cours à la choule, donner un cours, ça peut être mitzvah. Donc, tu as le droit. Je lui ai même dit, tu as même le droit de ruser. Si tu as envie d'y aller pour manger un bon repas, mais qu'après tu donnes un chiot, il n'y a pas de problème. Tu te déplaces aussi pour une mitzvah, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas oui-non cette question. Ça dépend. Shabbat Ratan, mon avis, je ne vois pas l'obligation d'être présent à un Shabbat Ratan. Et si maintenant on peut imaginer, voilà, on va imaginer que c'est une personne, c'est les parents, c'est une amie intime pour qui ne pas y être, ça serait vraiment un grand tsar pour elle. Ok, c'est au cas par cas. C'est le genre de questions auxquelles je dis toujours, demandez-moi, je réfléchis au cas par cas. D'accord. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, en tout cas, Khazak, hein, mesdames, messieurs, hein, si c'est assez court, ayez la conviction hein, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, mais la Gemara nous dit on a les Arba Amot Shel Halacha. Le fait d'étudier des petites halachot, enfin, je dis des petites, comme on dit, tout est petit, Rav. C'est le mot Rav, j'ai une petite question. Tout le monde me dit une petite question. Alors, je leur dis souvent, quand est-ce que tu vas me poser une grande question? Mais c'est les grandes. Alors, bon, c'est l'habitude de dire petite. Apprendre comme ça des petites halachot, c'est très, très important. Bon, c'est Raton Hashem, la bonté de Dieu qui descend dans tout le monde. On a Emouna, ça, on a une très forte Emouna dans ça.
on n'est pas en train de faire un cours de physique ou de géographie, on est en train d'apporter Dieu dans ce monde. Donc, un homme qui apprend une halakha, une femme qui apprend une halakha, qu'elle va appliquer à de la katnerot, toutes les mitzvot dont on parle maintenant, on amène Dieu dans ce monde. Voilà. Donc, il faut être convaincu de ça. C'est le bêta amigdash qu'on a de nos jours, c'est l'étude de l'halakha. Donc, on continue comme ça, et puis toujours en priant, avec beaucoup, beaucoup de force pour nos frères. Kotouf, kotouf. Alors, si je peux me permettre, merci encore beaucoup, Raph, parce que vous nous permettez de faire quelque chose de très grand. Merci. Khazak. Allez, kotouf, bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.